Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo de... Oui, je sais, cette semaine, je suis assez prolifique. Mais quand on a le temps de vous permettre d'accéder à un certain nombre d'informations et de ce fait de réflexion, pourquoi je me priverais? Remerciement à celui qui nous a fait partager son opinion concernant ma vidéo sur l'Ukraine. En effet, il fait remarquer de très juste titre qu'actuellement il y a quand même un rassemblement de forces armées, militaires et de moyens assez conséquents qui suscite en effet cette interrogation de se dire que si on déplace autant de gens, puisqu'on est presque sur à peu près, je crois, entre 350 à 400 000 hommes de toutes les parts, aussi bien Donbass, Ukraine, Russie, qui sont actuellement dans l'attente de quoi on se doute bien que on va peut-être aller chercher la bavure, le missile perdu, excusez-nous, on a tiré, on a fait un tir d'artillerie qui est tombé sur des civils. Oh, désolé, mais bon, ceci dit, ça tue des séparatistes, donc c'est pas grave. Donc oui, en effet, mais la question reste posée. En effet, est-ce que c'est de l'esbrouf? Est-ce que c'est, encore une fois de plus, une façon de montrer ses muscles pour ensuite justifier peut-être à l'Occident de encore faire des sanctions contre la Russie, plus particulièrement Washington, qui va convaincre l'Union européenne de suivre les sanctions contre la Russie? Sauf que, je l'ai dit dans cette vidéo, le problème c'est que vous avez au sein de l'Union européenne un certain nombre de pays qui ont encore des intérêts avec la Russie et qui ne vont pas se fâcher avec eux. Et surtout, en effet, j'avais parlé de conflit d'intérêts, et dans ce conflit d'intérêts, sous-entendu le fameux Nord Stream 2, qui est en phase d'être terminé et qui dérange énormément Washington. C'était véritablement un caillou dans la chaussure pour Washington. Donc il faut trouver immédiatement un événement, il faut provoquer quelque chose pour faire capoter et obliger les bénéficiaires du Nord Stream en Europe de les dissuader de continuer et de faire volte-face. Les jeux d'influence géopolitique sont ce qu'ils sont. Maintenant, à savoir, est-ce que ça va déboucher à une guerre? Oui et non, non et oui, je n'en sais rien, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, les enjeux sont très compliqués. Si en effet certains y trouvent un intérêt géopolitique, idéologique, dans le monde des mondialisations sous hégémonie américaine, en effet, là, ils peuvent éventuellement chercher à faire une guerre, ou provoquer une guerre, comme ils l'ont fait avec l'Irak, etc. Sauf que les mondialistes aujourd'hui, qui sont la finance internationale, qui ont leurs influences un petit peu à droite à gauche, eux aujourd'hui sont dans l'attente, je dirais, de ce fameux Grand Reset, de ce qu'ils vont pouvoir faire avec le Grand Reset. Donc, en effet, l'option d'une guerre n'est pas anodine, surtout quand on voit l'état économique et social du pays tel qu'il l'est actuellement aux États-Unis. On sait que les Américains, ils aiment bien de temps en temps tirer profit d'un certain nombre de guerres, ce qui permettrait d'enrichir un certain nombre de gens. Sauf que ça ne rentrerait pas alors du coup dans l'idéologie de Joe Biden, progressiste, pacifiste. Tout d'un coup, alors, il deviendrait ce que Trump n'a pas fait. Évidemment, Trump, parce que c'est un agent de la Russie, c'est un suppôt du Kremlin. Ça, là-dessus, l'idée reste. On a d'ailleurs un article du New York Magazine qui est un torchon, qui nous a fait un putaclic en disant que depuis 82, Donald Trump était en fait suivi par le KGB, depuis 82. Vous imaginez un peu jusqu'où ils sont remontés. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que il y a un conflit d'intérêts entre aujourd'hui l'intérêt des Américains d'essayer de balayer, on va dire, Vladimir Poutine pour les intérêts des copains, de se jeter à corps perdu sur la Russie pour la dépecer comme ils avaient commencé à le faire dans les années 90.
Sauf que derrière, il y a quand même la Chine. Et ça, au niveau des capitalistes américains, ça pose problème. Ça pose problème parce que si on se fait ennemi de la Chine, je peux vous dire qu'il y a un certain nombre d'empires économiques américains qui vont s'effondrer. Sauf évidemment si ces empires financiers finissent par faire un bras d'honneur aux États-Unis. Dernièrement, nous avons Biden qui nous a sorti qu'il avait l'intention de réfléchir ou d'inciter le Parlement ou les partenaires de l'administration à réfléchir à une taxation, à une fiscalité plus accrue sur les grandes entreprises, sur celles qui gagnent beaucoup d'argent, qu'elles soient aux États-Unis ou à l'étranger, mais qui ont un statut officiel américain. Évidemment, j'ai dit, ça c'est la bonne tactique pour pousser finalement les riches à partir des États-Unis. Et il y en a un d'ailleurs qui m'a répondu sur Twitter, oui mais c'est pas très patriotique, etc. J'avais envie de lui dire, mais mon gars, le patriotisme, tu sais que les gens qui sont à Washington, ils se torchent le cul avec depuis des années. Que le patriotisme, c'est un outil de manipulation, de masse. Mais que le patriotisme, ça fait depuis très longtemps qu'ils en ont strictement rien à foutre. Je dirais même que si demain ils se rendent compte qu'il n'y a plus rien à tirer des États-Unis en tant que puissance économique, voire puissance militaire, je peux vous garantir qu'ils sont les premiers à s'aborder le pays. Mais ça, malheureusement, il y a beaucoup d'Américains, je dirais même beaucoup d'Européens, qui n'en sont absolument pas conscients, qui n'ont pas compris. Mais bon, ceci dit. Donc, pour revenir à l'Ukraine, merci à celui qui nous a donné, merci à ceux qui nous ont donné leur témoignage dans les commentaires dans cette vidéo. Et j'ai envie de leur dire, de toute façon, on verra bien ce qu'il en adviendra, on verra bien comment les choses vont tourner, même si, comme je vous le dis, personnellement, en analyste économique, mondialiste, etc., personne n'a d'intérêt aujourd'hui à ce qu'on déclenche une guerre en Ukraine. J'ai envie de dire, regardez la Géorgie. La Géorgie a voulu faire exactement la même tactique, c'est-à-dire que la Géorgie a provoqué la Russie, et elle a fini par la provoquer, elle a fait intervenir. Et elle espérait que l'Union européenne allait soutenir le régime de Géorgie contre la Russie. Sauf que le problème, c'est que l'Europe n'a absolument pas bougé. Évidemment, elle s'est offusquée, elle a fait des communiqués, elle a appelé la communauté internationale, etc. Mais on n'a pas levé le petit doigt pour la Géorgie. Autre sujet rapidement, et pourtant, Dieu sait que c'était jouissif. L'Union européenne, nous le savons, défend un certain nombre de valeurs, un certain nombre de principes, elles sont même intégrées dans les traités, plus particulièrement concernant la défense de l'égalité homme-femme. Or, nous avons tous vu ces images très cocasses de la visite de la présidente de la Commission européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen, avec son homologue du Parlement européen, du Conseil européen, pardon, Charles Michel. Et nous avons tous vu ces images à Ankara, visite officielle, rencontre avec Erdogan, un siège pour Erdogan, et en face de Erdogan, un autre siège, un seul, dans lequel va s'installer Charles Michel. Charles Michel, d'ailleurs, qui s'installe très confortablement. Genre, à un moment, on voit bien dans les images, il n'a pas l'air de percuter qu'il y a un souci. Par contre, Ursula, oui, elle a quand même percuté. Elle s'est rendue compte qu'il n'y avait qu'un siège. Et on l'a invité finalement à s'asseoir sur un fauteuil un peu plus loin. C'est-à-dire que si on devait normalement respecter l'un des principes fondamentaux de la diplomatie, voire même du respect vis-à-vis de certaines valeurs de la démocratie, des démocraties, on va dire, de l'Union européenne, la moindre des choses, c'est au moins d'avoir mis 2 sièges en face d'Erdogan. Ce qui n'a pas été fait. Alors évidemment, tout le monde se dit, oui, mais vous comprenez, c'est une réunion officielle pour essayer de calmer un petit peu les ardeurs, les dissensions qu'il y a actuellement avec la Turquie, etc. Donc ça veut dire que vous êtes prêts à sacrifier quand même certaines valeurs sur lesquelles d'ailleurs vous vous cassez les couilles, il y a pas mal de gens en Europe pour absolument bien respecter ces valeurs d'équité entre les hommes et les femmes. En revanche, quand vous allez rendre visite à celui qui s'autoproclame le prochain sultan de l'Empire ottoman, vous vous écrasez.
Alors, je veux bien admettre que dans la diplomatie, de temps en temps, il faut savoir faire des sacrifices. Mais là, force est d'admettre quand même que ce n'est pas un sacrifice qu'on va faire. En fait, on a plié le genou. Erdogan est quelqu'un d'intelligent et Erdogan, il sait très bien qu'il sait s'amuser des ambivalences et des ambiguïtés des Occidentaux sur beaucoup de sujets, sur beaucoup de thèmes. Et là, il s'est amusé. Il a voulu vérifier si, finalement, ces grands pontes de l'Union européenne allaient à un moment lui dire très gentiment « Excusez-moi, mais là, vous comprendrez que vous êtes en présence de deux personnalités qui sont la haute autorité de l'Union européenne, en l'occurrence le président de la Commission européenne et le président du Conseil européen. Donc, vous ne pouvez pas les dissocier, ne serait-ce que par leur fonction, ou même de leur sexe. » Erreur fondamentale de la part des services diplomatiques de l'Union européenne, parce que qu'on soit bien clair, on ne débarque pas comme ça au hasard, on ne débarque pas comme ça sans savoir quels sont les protocoles, quelles sont les organisations, qu'est-ce qu'on fait, on va où, sur quel moment, sur quel instant, comment va se présenter les choses, etc. Là, je peux vous dire qu'il y a une responsabilité du service de communication du protocole diplomatique de l'Union européenne qui va se faire souffler dans les bronches. Parce que quelqu'un devait forcément être au courant qu'il n'y aurait qu'un seul fauteuil. Et que personne n'a rien dit. C'est la preuve, encore une fois de plus, de cet ersatz qu'est l'Union européenne. En réalité, l'Union européenne n'est qu'un instrument, finalement, qui confirme d'ailleurs ce que j'ai pu dire, présenter dans ma vidéo sur l'Union européenne, je vous mets le lien ici, que finalement, c'est un chapitre parmi tant d'autres, dans cette volonté de construction d'un nouvel ordre mondial. La mission de l'Union européenne, c'est d'essayer d'unifier un ensemble de pays européens sous une même coupe, sous un même principe, sous une même valeur, sous une même autorité. Donc ça implique évidemment, on peut garder en effet des démocraties fantoches, où vous allez continuer à voter pour des gens, pour des présidents, mais qui en réalité n'ont plus réellement de pouvoir, qui en réalité auront volontairement, sciemment, et en plus de ça avec la complicité des parlements, donné les clés de la souveraineté de ces pays à l'Union européenne, qui elle-même dépendra aussi de l'OTAN, qu'on soit bien clair. D'où toutes ces idées, évidemment, que ça serait bien que la France partage son siège au Conseil permanent de sécurité de l'ONU avec l'Allemagne. Qu'on entend que ça serait bien que la France dilue sa stratégie, sa dissuasion nucléaire dans une entité militaro-politique européiste. Peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les Britanniques se sont dit, nous, au revoir, on s'en va. Même si à la tête du pays britannique, vous avez cette guerre qu'il y a entre les conservateurs, les traditionalistes, les souverainistes et ceux qui sont des européistes. En sachant qu'évidemment, ils ont toujours eu la garantie des États-Unis d'avoir un statut un petit peu particulier, c'est-à-dire être limite peut-être les donneurs d'ordre à l'Union européenne. C'est-à-dire les intermédiaires, pour ne pas offusquer la fierté britannique. Mais là, force est de constater que cet épisode est lamentable. Non seulement cette réunion était prévue pour repenser, peut-être essayer de relancer une idée d'intégration de la Turquie dans l'Union européenne, sauf que comme l'avait dit très justement Sarkozy, on peut être critique sur Sarkozy, il a néanmoins dit parfois des choses tout à fait justes, c'est que c'est un pays qui a une culture complètement différente et qui en plus poserait un problème d'équité, c'est-à-dire du vu de son nombre de populations, si nous intégrons la Turquie dans l'Union européenne, eh bien la population turque serait alors majoritaire. Et donc, si elle est majoritaire par rapport à l'ensemble des pays, par rapport aux populations de chacun des pays membres de l'Union européenne, eh bien ça permettrait à la Turquie d'avoir une majorité au Parlement.
si elle a une majorité au Parlement, vu que c'est un pays musulman, modéré, mais musulman quand même. Alors évidemment, on essaie toujours de dire, oui, mais là vous faites de l'islamophobie. Je veux dire, l'islamophobie, il va falloir définir un petit peu la définition de ça, parce que c'est un peu un fourre-tout, hein, l'islamophobie. Donc là, j'ai envie de dire, non seulement on a vu le côté très émasculé finalement de ces personnalités qui sont censées représenter l'Union européenne face à un pays sur lequel on voudrait caresser dans le sens du poil, dans des intérêts, mais le problème c'est qu'au niveau éthique, religieux, valeurs de droit, d'équité, de droits de l'homme, etc., ça pose des problèmes quand même, de sérieux problèmes. D'autant plus que, je rappelle que la Turquie nous a quand même joué à un certain nombre de reprises, nous l'a joué un petit peu à l'endroit ou à l'envers avec la Syrie. Hein. Comme il est en train de nous le jouer à l'envers aussi avec la Libye, puisque je rappelle, la Turquie est actuellement en opération en Libye. Et on le sait que, d'une façon très globale, Erdogan est exactement comme Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'il veut étendre son influence. Mais attention, quand je dis étendre son influence, après c'est une question qui nécessite quand même un certain recul. Si Vladimir Poutine veut étendre son influence, c'est pour des raisons de renforcement de la Russie dans la région Asie, pour des intérêts économiques, politiques, et encore, je ne suis pas certain. Alors qu'Erdogan, lui, veut une influence parce qu'il veut reconstruire l'Empire ottoman. Et je dirais même qu'il veut reconstruire l'Empire ottoman bien au-delà de ce que l'on peut espérer, et cela inclut le Moyen-Orient. L'intention et les ambitions d'Erdogan, c'est de devenir le calife du grand islam. Sauf qu'évidemment, c'est l'islam turc, qui est en totale opposition avec l'islam salafiste saoudien, qui est en totale opposition avec l'islam chiite des Iraniens. Donc, vous voyez, en réalité, nous autres occidentaux, nous avons volontairement fait en sorte de nous mettre le cul entre deux chaises, voire même 3 chaises, voire même 4 chaises avec Israël. Et ben oui, voilà, on joue un petit peu de diplomatie, etc. Et dans ces jeux diplomatiques, et ben de temps en temps, vous avez en face de nous des gens comme Erdogan, comme Poutine, qui s'en amusent. Qui s'en amusent de ce petit côté émasculé, petit côté complaisant, consensuel, qui veut se donner bonne conscience, bonne morale, de défendre des valeurs, droits de l'homiste, etc. Mais qui en réalité sont tout à fait prêts à lécher le cul pour des intérêts à des gens et abandonner toute valeur, toute fondamentale qu'elle soit par rapport à nos institutions, par rapport à nos constitutions, par rapport à nos valeurs, droits de l'homiste, etc. Je veux dire, c'est pas nouveau. Pas nouveau. Je veux dire, pendant des décennies, combien des pays occidentaux ont fraternisé avec des gens qui, par la suite, le jour où on s'est rendu compte qu'on n'en avait plus besoin, qu'on a finalement dégagé, détrôné, éliminé. Kadhafi, Ben Ali, Hussein. On a voulu faire la même chose avec Assad. Comme on fera peut-être aussi la même chose un jour avec les Saoudiens, quand on n'en aura plus besoin. Allez savoir. Donc c'est pour ça que cette scène, elle est pathétique finalement. Elle est pathétique parce que on voit des gens qui finalement, même si on voit bien qu'Ursula, à un moment donné, elle a une petite réaction qui ne trompe pas sur le fait que, excusez-moi, mais, bah oui, excusez-nous, mais là, vous allez vous asseoir là. Parce que, bah voilà, c'est le protocole qui a été établi comme ça. Alors, qui a établi le protocole?
Est-ce que les représentants ou les organisateurs ou les assistants de nos deux huluberlus européistes ont été d'accord avec ça? Ou est-ce qu'il y a eu une trahison? Est-ce qu'ils n'étaient pas au courant? On ne les aura pas informés. Alors certains, évidemment, comme vous et moi, nous allons dire quand même des gens professionnels à ce niveau, censés organiser ce genre de rencontres, qu'ils n'aient pas été au courant, qu'on les ait trahis sur la façon dont les choses vont être présentées, ou etc. On n'en sait rien. On le saura peut-être un jour, mais pour l'instant, il semblerait que on essaie de mettre un petit peu une couverture sur la valeur fondamentale, et puis jouer de belles paroles devant les médias, en disant oui, mais bon, c'est vrai, c'est inadmissible, et tout de même, vous comprenez, la diplomatie d'avant tout. Donc ça veut dire que vous admettez quand même que pour la diplomatie, vous êtes capable d'abandonner des valeurs. Pardon? Ben oui, ça a toujours existé. La diplomatie a toujours incité, à un moment donné, à faire des choix contre nature. Et pour terminer sur ce sujet, je vous donne un exemple très flagrant. L'accord d'alliance entre les Saoudiens et Israël. C'est un accord contre nature, si on va au fond des choses. Mais comme ces deux pays ont un intérêt commun, qui est de dégager l'influence chiite au Moyen-Orient, donc pour l'instant, on s'en arrange. Mais une fois qu'on aura réussi peut-être à dégager la République islamique d'Iran, une fois que tout le monde aura déboulé en Iran pour aller dépecer le pays comme on a toujours fait, comme on a fait avec l'Irak, comme on a fait avec l'Afghanistan, comme on a fait dans d'autres pays, d'une manière générale, et qu'on a voulu faire avec la Russie, mais qu'on n'a pas pu parce que y a un monsieur qui est arrivé au pouvoir qui s'appelle Vladimir Poutine et qui a baisé tout son monde. Honnêtement. J'ai envie de dire, ça ne nous promet pas des jours heureux. Et enfin, pour terminer cette vidéo, alors rapidement, quelques petites infos quand même pas négligeables à connaître. L'ENA va disparaître. Oui, enfin, en réalité, elle ne va pas disparaître. En réalité, on va juste changer le nom. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'ENA, ça a plutôt mauvaise réputation. Donc, quand quelque chose a une mauvaise réputation, qu'est-ce qu'on fait? On change le nom. Souvenez-vous, c'est ce qu'a fait Blackwater, par exemple. Blackwater, vous savez, c'est cette fameuse grosse multinationale de la sécurité qui a été impliquée sur des massacres pendant l'opération irakienne des Américains qui ont donné un certain nombre de contrats à un certain nombre de sociétés partenaires privées. Et finalement, elle a fini par changer de nom et s'appelait Academy par, soi-disant, un apport de capital, un rachat ou je ne sais quoi d'autre. Donc là, l'ENA va changer de nom d'ici le mois de janvier 2022 pour devenir le nouvel institut du service public. Donc elle restera toujours à Strasbourg. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ce... Alors le seul truc apparemment qu'ils ont rajouté, c'est qu'ils vont faire des stages aux élèves, aux futurs énarques, pour être un peu plus présents sur le terrain, pour voir un petit peu plus les choses réalistes. Puisqu'apparemment, c'est ce qu'on reproche aux énarques, d'être des théoriciens, mais de n'avoir absolument aucune notion et aucune vision du réel. Mais est-ce que ça changera grand-chose en matière de doctrine? Pas vraiment. Autre information, perquisition au Palais Vivienne. Donc, conséquence aux polémiques sur les dîners clandestins et plus particulièrement sur ce qui tourne autour de Pierre-Jean Chalençon. Alors, moi qui suis aux États-Unis, je connais quand même le personnage, je sais que c'est un passionné d'histoire, c'est un collectionneur et plus particulièrement un spécialiste de Napoléon, et qui d'ailleurs s'est servi de sa spécialité pour justifier ce dîner, mais comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, tu peux essayer de justifier en disant que tu veux rendre honneur à Napoléon alors que c'est le bicentenaire de sa mort, etc. Donc je voulais organiser un truc parce que apparemment personne voulait faire quelque chose, etc. Mais moi je suis un passionné. Donc... Oui, mais le problème c'est non, quoi. Non. Je veux dire, si on punit des gens parce qu'ils sont plus de 6 dans un appartement, dans une maison pour fêter un anniversaire, toi, ça ne te donne pas le droit d'organiser des dîners.
même si c'est des dîners qui ont été organisés avant le couvre-feu. En plus de ça, ce qu'on reproche, c'est pas tellement le fait d'organiser leur dîner, c'est le fait que les gestes barrières, il n'y en a pas, les restrictions sanitaires ne sont pas respectées, donc voilà. C'est comme aussi le ministère de l'Éducation qui nous explique que, suite à la vidéo qui a été diffusée par un habitant près des bâtiments du ministère, qui a filmé apparemment une fête, une petite fête, eh bien le ministère de l'Éducation nous a expliqué que, oui non mais c'est une petite fête récréative. Mais là encore, qu'est-ce que tu vas cacher derrière le mot petite fête récréative? Enfin, c'est pas exactement le terme, mais enfin, vous utilisez de la sémantique pour essayer de cacher le fait que y a des gens qui ont déconné chez vous. Et encore, ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Car si on creuse bien, parce que je pense qu'il y a des journalistes indépendants qui vont commencer à creuser, qui vont commencer même à faire la chasse justement à tous ces restaurants, bars clandestins dans lesquels se rassemblent ou se retrouvent des gens plus particulièrement de la fonction publique ou des hauts fonctionnaires, etc. Est-ce qu'on arrivera à connaître le nom de ce fameux ministre qui était présent? Apparemment, il avait des cheveux gris. Alors ce qui est bizarre, c'est que le témoignage d'un des serveurs qui dit qu'il y avait bien un ministre, mais c'était un ministre avec des cheveux gris, faut être con pour à un moment donné pas connaître le nom. Alors si ça se trouve, peut-être que là c'est tout un montage. Hein, Enfin, c'est quand même dramatique finalement d'exposer ce genre de choses à la face des Français qui aujourd'hui souffrent de manque de liberté, de manque de pouvoir profiter de leurs amis, de leur famille, etc. Oui, c'est indécent. C'est totalement indécent. Alors c'est pas indécent du fait que des journalistes ont dénoncé, au contraire. Ça prouve au moins qu'il y a encore des journalistes qui font leur boulot. Peut-être, je dirais même à la limite, est-ce que c'est pas aussi un coup monté? Un coup monté pour essayer de dégager quelqu'un ou compromettre quelqu'un, c'est fort possible aussi, hein, je veux dire, mais voilà, je veux dire, émotionnellement, je comprends les Français aujourd'hui qui en ont un petit peu gros sur la patate de voir ces gens, même si on n'est pas trop surpris finalement de ce genre de comportement, parce que, comme je l'ai déjà expliqué dans les vidéos, on aura voulu faire la révolution, très rapidement la bourgeoisie a pris le pouvoir, et la bourgeoisie a mis presque un siècle à instaurer un système qu'on appelle la République, mais qui est une république bananière. Hein? C'est-à-dire qu'on a réussi toujours à octroyer plus ou moins des privilèges, des avantages à un certain nombre de gens parce qu'ils font partie d'une classe sociale, parce qu'ils font partie de la sphère, parce qu'ils font partie du milieu. Donc forcément, ils ne sont pas traités d'égal à égal par rapport à n'importe quel citoyen. On le sait, on n'est pas dupe. Autre information, oui, je vous donne quelques chiffres. Je vous donne quelque chose aussi concernant, juste comme ça, hein, pour donner un petit peu d'arguments à ceux qui sont les pro-vaccins, etc. Nous sommes 7,8 milliards d'êtres humains sur Terre, 2,8 millions de morts ont été attribués au Covid, je dis bien attribués au Covid. On estime que les réelles morts du Covid, c'est-à-dire provoquées par le virus, seraient à peu près de l'ordre de 10%. Le pourcentage de morts, si l'on estime le chiffre comme authentique, est de 0,03%. Jill Payson et Franz Mesler de l'Institut national d'études démographiques, le INED, les chiffres de décès attribués au Covid-19 englobent des cas de personnes décédées d'autres pathologies. Alors d'autres pathologies, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas le savoir, puisqu'il n'y a pas d'autopsie. On ne peut pas savoir s'ils sont morts avec le Covid ou s'ils sont morts à cause du Covid. Ou est-ce qu'ils sont morts de leur pathologie, aggravée par la Covid, ou si au contraire, ils seraient de toute façon décédés à cause de leur pathologie, mais ils sont décédés malheureusement avec le virus du Covid. À cause du Covid, ou par le Covid, mais vous voyez tout ça, on ne fait pas de différenciation. On cache la case Covid-19 et ça rentre dans les statistiques morts du Covid. L'étude conclut ainsi que sur les 68 000 morts, seuls 42 000 seraient réellement imputables au coronavirus. Mais encore une fois, on joue sur les mots de, avec, à cause, par.
Une personne qui décède d'une crise cardiaque ou d'un cancer, s'il est testé positif, sera rentré en Covid, même si son décès n'est pas dû au virus ou n'est pas conséquence au virus. D'après l'étude lue par lecourrierdusoir.com, sur les 55 000 décès, il faut en défalquer 13 000 qui sont dus au vieillissement de la population. Et donc, de fait, s'il n'y avait même pas eu, d'ailleurs, le virus, c'est des personnes qui, de toute façon, avaient une espérance de vie très limitée et auraient décédé, ou seraient décédées de toute façon. L'étude poursuit. Reste donc 42 000 supplémentaires en 2020 liés à la pandémie du Covid-19. Voilà quelques petites réflexions, quelques outils de réflexion, on va dire, sur cette question. Oui, ces moments de convivialité concernant la vidéo sur les gens qui ont fait une petite fête dans le ministère de l'Éducation. Et enfin, je vais terminer, si vous n'êtes pas au courant, je vais vous le dire, il y a eu une faille chez Facebook. Presque 500 millions d'utilisateurs issus d'une faille de sécurité remontant à 2019 ont été mis en ligne ce week-end sur un forum de hackers. La France est l'un des pays comptant les plus de victimes, avec presque 20 millions d'utilisateurs touchés sur les 40 millions d'abonnés Facebook dans l'Hexagone, soit un utilisateur sur 2. Il ne serait pas étonnant que des pirates exploitent les données obtenues pour mener des campagnes de phishing ciblées. Il est ainsi probable que les cybercriminels utilisent ces informations pour se faire passer pour les personnes piratées, explique Dimitri Garlov, expert en sécurité chez Kaspersky. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis souvent, si vous avez des comptes de réseaux sociaux, moi je vous dis par exemple, j'ai Facebook, j'ai quelques groupes sur Facebook, mais je n'ai absolument pas, je n'utilise pas du tout ma carte de crédit ou ma carte de débit, je n'achète rien par l'intermédiaire de Facebook, et je pense même que je n'ai même pas d'ailleurs mis mon numéro de téléphone sur Facebook. Je crois que j'ai dû mettre mon numéro de téléphone sur Twitter, parce que malheureusement c'est maintenant un impératif qui est un peu obligatoire pour les codes de sécurité, pour vérifier les sécurités par la suite. Mais sur tous les réseaux sociaux où on peut utiliser en effet des paiements, etc., puisque Facebook a l'intention de lancer toujours sa crypto-monnaie. Moi non. Ça, évitez de laisser des données bancaires dans ces réseaux sociaux-là, parce que sinon, là, vous allez avoir de sérieux problèmes. C'est mon conseil personnel. Donc voilà pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour d'autres informations, d'autres analyses. Oui, je vous en supplie, ne me blâmez pas. La vidéo deuxième partie du Covid-19, Grand Reset de M. Schwab, est en préparation. Elle devrait arriver d'ici peu. D'ici là, comme je vous le dis d'habitude, portez-vous bien.